On commence la semaine avec ces images filmées depuis la place arrière d'un F-16BM biplace au-dessus de l'Ukraine, cap à l'ouest, où l'on voit des engagements de drones ou de missiles au-dessus de l'Ukraine. Alors il ne s'agit pas, malgré que l'on soit de jour et quand même assez haut, d'engagement au canon, il s'agit d'engagement au missile, et pas n'importe lequel, le Sidewinder 9L. Alors rassurez-vous, c'est pas le X, la toute dernière version hors de prix, le L est une version plus ancienne. Il y a beaucoup de stocks au niveau des armées de l'OTAN, et pas que. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le reality check que nous offrent ces images largement diffusées par les Ukrainiens, où on sait qu'un 9L peut engager à plusieurs kilomètres, assez loin. Et là, ils ouvrent le feu à des distances comprises entre 1 et 2 kilomètres grand maximum. Vous voyez toute la différence entre la réalité opérationnelle et les PowerPoint et la compréhension de ce que peut être le combat au travers des données constructeurs, des données fabricants. Et vous voyez qu'en vrai, ça fait des années qu'on vous le dit sur la chaîne, pour aller chercher un drone, il faut se rapprocher, il faut quand même se mettre un petit peu en danger. C'est pour ça qu'on voit les avions dégagés dans la foulée. Et là, on est au missile, on n'est pas au canon. Au canon, c'est clairement une autre balance, prise de risque, retour sur investissement. Allez, si ça vous intéresse, on rentrera plus dans le détail sur l'interception missile ou canon dans le futur. On retourne sur notre vidéo à base de Rafale en Pologne. Bonjour à tous, bienvenue dans le Schnorr pour cette vidéo où nous allons parler des 3 Rafales français actuellement basés en Pologne. Il y a eu, comme vous le savez, dans la nuit du 9 au 10, plus d'une vingtaine de drones, apparemment avec très faible, voire pas de charge explosif, qui sont partis des territoires russes ou biélorusses et qui sont arrivés en Pologne, ce qui a amené l'OTAN à lancer une opération de réponse, de protection de l'espace aérien de l'OTAN. À partir de là, c'est le Lafayette, dont les Rafales étaient déjà déployés en Pologne depuis le 10 dans le cadre d'un déploiement Moran. Alors les déploiements Moran, ça fait partie en fait du concept ACE, Agile Combat Employment, donc cette capacité à prendre des avions et en fait à les envoyer sur d'autres bases sous un préavis court, ce qui se faisait pendant la guerre froide, ce qui se faisait plus à l'époque où j'étais d'active, et ce qui se refait maintenant pour regagner cette compétence d'agilité et de capacité en fait à desserrer, à amener tes avions après un vol sur une base différente pour éviter qu'ils se fassent taper sur leur base de départ. Donc on avait déjà des Rafales sur place, mais sans toute la logistique et les munitions nécessaires. Donc vous avez vu ces images avec la 400M qui est arrivée et une projection de personnel, puisque d'après les sources ouvertes actuellement, 3 Rafales, 68 militaires pour cette opération de sentinelle orientale lancée le vendredi 12 septembre. Ils sont basés sur la base de Minsk, Mazowiecki. On est à 50 km de Varsovie, 120 km de la Biélorussie, 150 km de l'Ukraine, ce qui vous permet d'être assez près pour rapidement pouvoir vous projeter, mais en même temps assez loin pour éviter les mauvaises surprises. Il y a pas mal de reportages des équipages et beaucoup de communication sur cette projection, communication sur laquelle on va revenir. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit résumé de toutes les informations dont on dispose en ce vendredi 19 au moment où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus, il y a très peu de classes disponibles. Avant d'attaquer, il est à noter que d'après le média polonais RMF 24, qui se veut affirmatif, la maison détruite à Viry l'aurait été par l'impact d'un AIM 120 Charlie 7 tiré par les Polonais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette maison qui nous a été présentée après l'attaque de drone aurait été endommagée non pas par un drone, mais par un missile ayant vocation à intercepter un drone.
Une enquête est en cours et comme l'a rappelé Donald Tusk, dans tous les cas, ils estiment que les dégâts, que le mal a été fait du fait de l'agression de drones russes. Mais pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que ça va vous permettre de mieux comprendre cette enquête en cours, les problématiques des opérationnels dans leur cockpit et les problématiques pour les décisionnaires. Si on regarde un petit peu l'historique des missiles, on va prendre le Sparrow, qui est vraiment le premier missile longue portée, qui était l'ancêtre de l'AIM-120 dont il est question, l'AIM-7. À votre avis au Vietnam, sur 612 tirés, combien ont touché leur cible? Eh bien 97. On est sur moins de 16% qui ont touché la cible pour un taux de destruction qui est de 9,2%, car ce n'est pas parce que le missile touche à l'époque qui fait kill. D'ailleurs, des fois, il faut attendre un petit peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les missiles, ce n'est pas magique, même si le Magic a été un missile RR français. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir un taux d'interception et un taux de destruction, un PK, comme on dit, un probability of kill de 100%. On a plutôt tendance à être dans les 80 à 90% en fonction de la situation et de la manière dont vous le tirez. Alors oui, sur le papier, vous pouvez tirer vos missiles très loin, mais votre PK en sera infecté. Si maintenant vous vous rapprochez, que vous mettez votre missile dans les meilleures conditions possibles, votre PK sera beaucoup plus haut, mais ne sera pas de 100%. Ce qui force des fois l'overkill, le tir de plusieurs missiles si vous êtes face à une fenêtre temporelle extrêmement courte pour vous assurer de la destruction de la menace. Maintenant, beaucoup de personnes ou d'observateurs parlent de passe canon. Alors ça tombe bien, j'étais formé au canon sur Super Étendard, on en avait deux, je vais vous parler du canon du Rafale. Maintenant, on vous le dit sur cette chaîne depuis des années, mais on va écouter le capitaine Lucas. Le capitaine Lucas, il nous dit que les passes canons ne sont pas simples. Si vous avez le drone ici et l'avion de chasse derrière qui vient se positionner juste derrière pour tirer, quand le drone est bien plus petit que l'avion de chasse, donc quand le canon va tirer, il y a certains obus qui vont toucher le drone ou exploser autour du drone, mais potentiellement il y a d'autres obus qui peuvent tomber autour. Et rappelez-vous, quand il y a eu le barrage de la part des Occidentaux face aux missiles de croisière et aux drones qui allaient vers Israël, ils ont été interceptés par les Américains, par les Français, par les Britanniques avec du missile. Et un équipage de F-15 américain a essayé d'aller au canon, car ils étaient Winchester, ils n'avaient plus de munitions. Ils n'ont pas réussi leur passe. Ils n'ont pas réussi leur passe. Pourquoi? Eh bien parce que attaquer un slow-mo, un slow mover, quelque chose qui va doucement et qui est bas, c'est accidentogène. Et la preuve en est, les Ukrainiens ont perdu des pilotes et des machines. Et en fait, la manière dont le pilote de combat prend ses décisions, cela dépend du niveau de risque qui lui est autorisé. Donc ne vous y trompez pas, si on dit demain à nos pilotes de chasse français, allez-y au canon, ils vont y aller au canon. Mais à un niveau de risque qui n'est pas le niveau de risque de l'entraînement temps de paix. Et on prend alors le risque de devoir assumer la perte d'un ou plusieurs rafales lors de ces interceptions. Tout est question d'équilibre. Donc, ce que l'on sait de ces interviews, ce que l'on peut en extraire dans un premier temps, c'est qu'il semblerait, rarement des certitudes sur cette chaîne, qu'il n'y ait pas de cockpit delegation pour l'ouverture du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en tant que pilote, j'ai l'autorité pour ouvrir le feu? Et quand on écoute les interviews, on a l'impression que l'interception va amener à rendre compte à l'état-major qui après derrière va décider de l'ouverture du feu ou non. Alors il faut savoir que vous pouvez avoir différents cas. Par exemple, si on vous tire dessus, des fois vous avez le droit de répondre de suite. C'est la légitime défense. Si un drone va dans certaines zones, peut-être qu'ils ont la délégation d'ouverture du feu, mais ce qui ressort des interviews, c'est que à l'heure actuelle, c'est plutôt on va l'intercepter, on rend compte. Après, on voit également qu'ils ont déjà décollé, mais qu'ils disent que les drones n'ont pas franchi la frontière, donc ils les ont droppés, ils ne les ont pas traités. Ce qui nous ramène vers la notion de BCA et BSA dont on parlait déjà sur cette chaîne, Border Cross Authority, Border Shot Authority. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, il n'ait pas le droit de traverser la frontière et de tirer à travers la frontière, ce qu'on peut comprendre pour plein de raisons et on va revenir dessus. Ensuite, il semblerait également, vu des interviews, que les pilotes pensent beaucoup aux COLDAM, les Collateral Damage. Alors si je vous saoule avec mon verbatim anglais, c'est parce qu'en fait là c'est l'OTAN qui se déploie et l'OTAN ça parle en anglais. Et on a notre manière de fonctionner avec des textes précis pour que quand on parle des dégâts collatéraux, eh bien qu'on soit polonais, qu'on soit néerlandais, qu'on soit français, qu'on soit américain, on utilise les mêmes termes pour bien se comprendre. Donc c'est rangé, il y a un texte qui s'appelle l'APP7 qui vous explique, c'est en source ouverte, tous les textes. Donc les dommages collatéraux, on va réfléchir aux risques pour la population. Et s'il y a une enquête en cours en Pologne à cause de cet AIM-127, vous vous doutez bien
qu'il y a sûrement une petite pression pour ne pas en faire plus. À partir de là, forcément, les opérationnels doivent gérer un niveau de risque. Niveau de risque pour les populations civiles, ce qu'on a tendance à appeler les collateral damage estimate, le risque pour les populations civiles, par exemple si je tire une bombe, à quelle distance est-ce qu'il faut qu'elle impacte des civils pour pas qu'ils risquent leur vie, on peut le faire en RR un petit peu aussi, et le risque pour le vecteur, pour le Rafale, qui va faire sa mission. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte et on voit clairement dans la communication de l'armée française, dans les propos qui ressortent des équipages dans certaines interviews, eh bien qu'en dessous d'une certaine altitude, pour être précis, d'une certaine hauteur, ils ne comptent pas y aller au canon parce que le décideur, le politique, ne souhaite pas mettre ses pilotes face à une cible à abattre au canon qui soit trop basse à cause de ce niveau de risque. Alors, heureusement, il ne nous donne pas l'altitude, enfin la hauteur précise, mais déjà je trouve que rien que dire ça, rien que communiquer là-dessus, c'est donner trop d'infos, tout comme donner le visage des opérationnels, je ne comprends pas, tout comme nous montrer les images en vol où on voit qu'il y a 4 missiles sur les avions alors qu'ils pourraient en prendre 6, je ne comprends pas non plus. Alors, je vous dis que je ne comprends pas parce que c'est un de mes chevals de bataille. On a déjà écrit dans Au-delà de l'Ukraine qu'il fallait anticiper la prochaine guerre et que la prochaine guerre serait sûrement de l'assassinat ciblé de vos personnels au sol par des petits drones avant même le début du combat. Et offrir les visages des pilotes comme ça, offrir le visage des protecteurs, je ne trouve pas que ce soit une situation d'avenir. Mais nos états-majors ne sont pas stupides, ils sont intelligents, ils ont été bien sélectionnés, vous pouvez être fiers de vos militaires. En fait, ce que ça nous montre, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'être à un niveau de conflit qui nécessite de passer, comme on disait dans la marine, en mode citadelle. Le mode citadelle, c'est quand tu fermes toutes les communications avec l'extérieur, quand tu passes en mode fermeture totale, château fort, tu ne communiques pas, tu fais la guerre. Là, on voit clairement qu'on est en mode communication, à grand renfort d'interviews pour les télés, à grand renfort de visages découverts pour que vous personnifiez, vous rendre fier de votre armée, ce qui est une très bonne chose. Donc si vous avez peur en ce moment en allumant la télé, vous pouvez redescendre un petit peu. L'armée ne ferait pas ce genre de communication, ne serait pas aussi transparente, n'enverrait pas décoller ses avions avec seulement 4 missiles sur 6 s'ils estimaient eh bien, que nos intérêts vitaux étaient engagés. Ce qui nous amène directement au choix de la 4e escadre qui a beaucoup fait parler. Ce sont des avions à vecteur nucléaire. Oui, mais le Rafale est omni-rôle. Les avions étaient déjà dans le pays, c'était le plus simple. Actuellement, la 30e escadre, il y en a en Jordanie, il y en a qui sont actuellement en campagne de tir à Solenzara. Alors on aurait pu dire pourquoi pas envoyer les Mirage 2000-5, peut-être qu'on ne veut pas qu'il y ait une ambiguïté entre du Mirage 2000-5 ukrainien, du Mirage 2000-5 français, mais je pense plus simplement que des fois, il faut faire simple. On avait 3 Rafales qui étaient dans le territoire, on leur a juste dit bougez de base ou mettez-vous en place là. Fin de l'affaire, tick in the box. Pour terminer sur le canon du Rafale, sachez que c'est du 30 mm et qu'il est plus puissant que son prédécesseur sur Mirage 2000, mais où il y avait plus de canons. On n'a qu'un seul canon sur Rafale. Il fait 120 kg, là où sur 2000 il fait 80 kg. Il peut monter en source ouverte et faire un tour sur Omni-Roll Rafale, qui est un super site web. Bien, il peut monter à 2500 coups par minute, là où sur 2000 on est sur du 1200 coups par minute. Les obus, qui font en gros 290 grammes, 20 cm, partent à 1025 mètres par seconde, là où c'est du 800 pour du Mirage 2000. Et surtout, vous allez pouvoir régler différentes durées de rafale. Mais si on fait simple, une rafale de 0,5 secondes, elle envoie 22 obus. Or, vous n'en avez que 125. Vous avez compris. Le talon d'Achille du Rafale, c'est également que il ne peut pas faire beaucoup de rafales. Donc, vous allez avoir au mieux 6 petites rafales. À partir de là, 4 missiles, 6 petites rafales. Vous avez une petite idée du nombre de drones que l'on peut intercepter avec un avion de combat. À savoir que quand on ouvre le feu, ça éjecte les douilles. Il y a donc un impact au sol possible. Qu'en France, on tire des Osprey, obus semi-perforants explosifs incendiaires, qui vont s'auto-détruire. Mais si vous faites avec un angle de piquer votre passe de tir, ils n'ont pas le temps de s'auto-détruire et vont impacter le sol. Donc si vous cherchez à réduire les cols d'âme sur les populations civiles et que vous faites une interception de nuit, bon courage pour ne pas faire de mal aux civils ou pour pouvoir dire aux politiques, vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Ce qui vous permet également de comprendre un petit peu mieux pourquoi on peut voir des F-16 roumains qui interceptent des drones mais qui n'ouvrent pas le feu. Il faut plus voir une volonté de protection de sa population qu'une peur d'engagement. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand vous défendez votre espace aérien, quelle est votre priorité, quel est votre devoir? Et généralement,
encore à l'heure actuelle, c'est la sécurité des concitoyens. Donc si vous estimez que votre action cinétique est plus dangereuse que garder votre action cinétique de côté, surveiller un drone sans explosif qui va se vacher dans un champ, vous allez prendre la décision la plus en adéquation avec votre objectif macro. Cet objectif macro nous vient de la chaîne de commandement, du politique. Maintenant, en tant que pilote dans l'avion, vous pouvez dire également votre ressenti, mais tout dépend des fameuses règles d'engagement qui sont décidées généralement bien au-dessus. Et on voit qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur du weapon hold ou sur du tight, qui est donc du on intercepte, on surveille, on rencontre, que du ça tire à tout va. Et habitant en France, ayant des enfants en France, on va pas se mentir, c'est pas plus mal comme ça pour l'instant. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'augmenter la posture au niveau de la surveillance? Évidemment. Mais comme on l'a déjà dit sur d'autres vidéos sur ce sujet, le plus important, c'est de donner à nos militaires les capacités de bien faire leur travail. Et pour ça, il faut que d'un point de vue industriel, que d'un point de vue volume, ça suive. Vous pouvez avoir le meilleur pilote de chasse du monde, le meilleur tacticien. Si derrière, il n'a pas les munitions, si derrière, il n'a pas le soutien logistique qui va bien, ben, au bout d'un moment, il va perdre la guerre. Faut que je vous laisse, je pars en conférence. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous rassure, je me change avant quand même. Si vous êtes intéressé pour voler avec nous, en fait, il fait plutôt beau là pour un début d'automne. Je vous propose de ne pas hésiter à nous contacter. On va sûrement rajouter des petits créneaux de vol possibles à Arcachon. Et je vous dis à très vite pour des vidéos dédiées également à l'aviation, à l'ultra léger. J'ai eu une extinction moteur, on va en parler. On a filmé tout ça. Allez, à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous suivre sur LinkedIn. Je vous mets le lien juste en dessous et fly safe.